Aujourd'hui, j'accueille Mélanie, qui est psychologue clinicienne. On s'est rencontrés sur un message Messenger. On a fait un live sur ma page Insta que vous allez retrouver, dans lequel elle explique justement le burn-out qu'elle a vécu et comment elle a su rebondir et reconstruire un projet à partir de ce qu'elle a traversé. Donc là, je vous invite directement à voir ça sur ma page ou me mettre en commentaire. Mais de quoi tu parles? C'est où ton truc? Et je vous mets le lien du live direct en commentaire ou en DM. Y a pas de souci pour avoir justement l'histoire et le témoignage de Mélanie. Aujourd'hui, on est là sur cette vidéo, sur ce podcast également, pour parler d'usure de compassion. Car c'est un terme qu'elle a employé lors de ce live et j'ai dit usure de quoi? C'est quoi une usure de compassion? Et quand elle a expliqué, ça a vraiment fait écho parce que c'est quelque chose que je vis en ce moment même, cette usure-là. Et c'est quelque chose qu'elle a découvert, non pas par rapport à son expertise en tant que psychologue clinicienne, mais qu'elle a découvert dans sa reconstruction post-burnout. Et du coup, voilà, on va en discuter comme deux copines qui racontent un peu leur life. Et on va parler, voilà, autour de cette usure de compassion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Comment ne pas la subir? Qu'est-ce qui nous montre que on est dedans, etc. Voilà un peu de quoi on va parler. Donc déjà, je vais laisser Mélanie se présenter et déjà nous expliquer ce qu'est l'usure de compassion et comment elle a pris conscience de ça dans son propre parcours. Je t'écoute. Merci Magali. Donc moi, voilà, je m'appelle Mélanie, je suis psychologue clinicienne et je travaille dans ce qu'on appelle les CMPP, donc c'est les centres médicaux psychopédagogiques. Et du coup, c'est vraiment accompagner les enfants qui ont une souffrance psychique. Et moi, j'ai commencé à être très mal au sein de mon travail il y a à peu près 2 ans. Enfin, c'est quelque chose qui était présent depuis longtemps, mais avec où je vous prenais sur moi et je me disais, bah, de toute façon, euh, j'avais cette conscience professionnelle et puis, euh, et puis en fait, je trouve que quand on est dedans, on a du mal à se dire qu'on va mal, vraiment. Mm. Et puis mon corps m'a lâchée, je me suis blessée et bêtement. Et en fait, suite à ça, j'en ai parlé à mon médecin traitant en expliquant les symptômes que j'avais. Et mon médecin m'a arrêtée en me disant, mais vous avez tous les symptômes d'un burn-out. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu besoin de lire, en fait, vraiment de comprendre en fait ce qui se passait. J'étais en arrêt maladie et j'ai une collègue qui m'a envoyé un article en disant, mais regarde, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'usure de compassion? Euh, et je me suis vraiment retrouvée dans cette définition-là. Alors, cette définition, c'est vraiment d'être face à des, euh, à des situations répétées euh, de souffrance et avec un sentiment d'impuissance. En fait, c'est de ressentir par rapport à des situations un sentiment d'impuissance euh, et, euh, et en fait d'avoir ça pendant des années, c'est-à-dire de pas réussir à apporter l'aide pour ces personnes en souffrance et du coup d'arriver à ce qu'on appelle la saturation psychique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour se protéger soi-même, on va il va y avoir ce qu'on appelle un syndrome d'épuisement émotionnel et une perte d'empathie, c'est-à-dire qu'on va se détacher, c'est-à-dire qu'on a tellement été face à la souffrance que du coup, par imitation, par mimétisme, on va prendre la souffrance de l'autre. Donc en fait, on va porter cette souffrance pendant des années et à un moment donné, on peut plus la porter et on peut plus du tout entendre la souffrance des autres. Et moi, en fait, j'étais vraiment là-dedans dans le fait de plus pouvoir écouter les souffrances de l'autre
Et du coup, après, il y a d'autres symptômes aussi, hein. Il y a des symptômes, on pourra en parler après, mais j'avais aussi une fatigue qui était très présente. Il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes cognitifs, des symptômes émotionnels. Et du coup, moi, j'étais vraiment prise là-dedans. Et en fait, c'est quelque chose qui se généralise. C'est pas seulement euh, dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée. C'est-à-dire que moi, je pouvais plus du tout, par exemple, euh, entendre des personnes, enfin même des amis me raconter des choses de la souffrance ou, par exemple, écouter les informations. Je pouvais plus mettre la télé, je pouvais plus écouter ce qui se passait en termes d'actualité. Ça m'était mais insupportable, vraiment. Et donc, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mince, en fait, je peux plus écouter la souffrance. Et c'est ça pour moi l'usure de compassion. Ouais, c'est justement c'est la question que j'allais te poser parce qu'en fait quand on avait fait le live que tu en avais parlé, bon moi je découvrais le terme, je savais pas du tout ce que c'était. Donc quand tu sais pas ce que c'est, tu peux pas conscientiser ton propre état. Et là tu vois voilà dans ma vie perso, tu vois voilà lundi dernier, je me retrouve dans une situation et où justement je peux plus. C'est-à-dire qu'en temps normal, j'aurais pu gérer la crise de l'autre, j'aurais pu ne pas surréagir, j'aurais pu garder le recul, j'aurais même pu éviter que ça monte aussi haut par rapport à l'autre. Mais j'en ai tellement marre d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, d'être dans la Ouais. compassion, Mm. d'absorber, de répondre Ouais. aux attentes des autres, des besoins des autres. Mm. J'ai fait ça pendant des années dans mon couple et pour finalement, c'était soit je m'éteignais, soit ben, je faisais ma lumière et Mm. ben, tant pis pour l'autre en fait, hein. Mais j'ai tellement toléré, voilà c'est ça le mot, tu vois, j'ai toléré. Jusqu'au moment où j'ai dit, bon, ben là, moi, je peux plus. Je fais là, tu passes un cap, etc. Donc, hop, je suis partie. Et pour moi, quand je suis partie de la relation, je me suis dit, bon, ben c'est bon, tu vois, le truc, il est réglé. Je vais, bon, ben je vais faire mes petites étapes quand tu reconstruis ta vie. Mais ça va aller. Et en effet, je me retrouve à avoir une latence avec mes amis au niveau de leurs propres problèmes où j'ai pas la patience. Je vais avoir l'écoute pendant un temps, mais c'est tout. Bah, d'autant que l'écoute que j'ai, je la réserve pour mes clientes, c'est quand même ma priorité. Mm. Donc du coup, mes amis, ils payent un peu les pots Ouais. cassés, tu vois. Je fais, bah écoute, là c'est le week-end, je veux qu'on aille boire un verre, mais si c'est pour que tu me racontes tes problèmes de toute la semaine, non. J'ai besoin d'aller boire un verre, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin de ça. Et, donc il y avait déjà ce truc-là, tu vois, qui commençait à venir avec mes amis. Donc bon, ils ont super bien joué le jeu, hein, donc ils sont juste top. Et là, je me retrouve avec une autre personne qui a des attentes de mon comportement, qui a des attentes à ce que je sois la bonne personne, le bon comportement, le bon sourire, bien dans la convenance, etc. Sauf que ben moi, je pose mes limites et je me reconstruis. Ouais, c'est ça. Donc, Mm. du coup, bah, je dis, bah non, là, c'est non, là, je veux pas, merci de ton Mm. aide, mais c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de ci, etc. Puis t'as la personne qui veut. Du coup, bah, au lieu de prendre ça avec du recul, la personne, je la fais monter en pression, vu que je lui dis toujours non, et que je négocie plus. Et là, elle me pète en l'air. Et sur le coup, si tu veux, j'ai bien réagi. En fait, je me suis en réaction d'adaptation, comme je faisais dans le couple, tu vois, où je disais, bon, bah voilà, ok, bon, bah tu m'envoies ça dans la gueule, ok, pas de souci, je lui repose une question, on me renvoie un truc dans la gueule, ok, pas de problème, je reste calme, tu vois, je suis pas dans la colère, je rentre pas dans le jeu, je ferme la porte, je pars. Et là, je m'effondre en larmes. Et en fait, je me dis, mais pourquoi je pleure en fait? Et la pensée à ce moment-là, si tu veux, parce que c'est que quand j'ai une émotion, je me dis quelle est la pensée qui m'active en fait cette émotion-là. Et là, c'est putain, pas encore. Mm. Pas encore. Et là, j'ai compris que j'étais dans de l'usure. Je pleurais pas parce que la personne m'avait blessée, je pleurais pas parce que la scène était blessante, je pleurais parce que j'étais en usure de tolérer et de porter des attentes et des besoins des autres alors que moi-même, j'ai des besoins que je suis en train de reconstruire et que je n'ai pas la dispo de m'occuper des autres, en fait.
mm, à l'extérieur de mes clientes et de mon travail, puisque justement, je donne dans mon travail, donc à l'extérieur, foutez-moi la paix, s'il vous plaît, quoi. mm, Et c'est là où cette usure de compassion dont tu parles m'a fait écho, m'a fait comprendre bah, que justement, est-ce que je suis en épuisement émotionnel? J'en sais rien. Il y a qu'un médecin qui pourra me le dire parce qu'il y a mon ego qui dit mais non, ça va. Et puis t'as une petite voix qui dit bah peut-être que oui finalement. Donc j'en sais rien. Le fait est que j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi. J'ai besoin de beaucoup de temps où je me retrouve, où je suis seule. J'ai besoin d'être entourée de personnes mm, dans lesquelles je me sens en sécurité. Tu vois, c'est pour ça là que je suis partie une semaine à Caen, une amie qui m'a invitée. Et ça m'a fait du bien, voilà, avoir ces bulles d'air. Maintenant, mm. ce sont des bulles d'air et quand tu reviens dans ta vie, les choses restent telles qu'elles étaient. Et c'est là que ben, c'est important de conscientiser qu'on est dans cette usure-là pour ne pas faire des choix de fuite, mais se dire, bon ben, je vais Ouais, arrêter de complètement. fuir la Ouais, situation, mm, tu vois. Et ouais. toi, dans ton Mm. burn-out, justement, comment, quand tu as pris conscience de ça, qu'est-ce que ça t'a amené en perception, en décision différente avec cette prise de Ouais. conscience. En fait, ça me fait écho ce que tu dis sur vraiment. Moi, je pense que j'avais vraiment des facteurs personnels, c'est-à-dire que j'ai toujours manqué de confiance en moi avec ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je me sentais jamais légitime dans mon travail et du coup, j'avais un peu sur cette suradaptation et aussi ce besoin de montrer que j'étais compétente parce que au fond de moi, j'avais l'impression que je l'étais pas du tout. Donc, j'en faisais toujours plus, je disais oui à tout, je posais pas de limites. Et en plus de ça, si je me rendais compte, mais ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que si quelqu'un ne m'appréciait pas, eh ben c'était terrible. C'est-à-dire que je m'effondrais en me disant, mais oh, ça veut dire que si elle m'aime pas, c'est la vérité. Donc ça veut dire qu'en fait, je suis une mauvaise personne. Et en fait, quand j'ai compris ça, qu'en fait, euh, 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 l'idée, c'était vraiment, moi, à ce moment-là, quand j'étais en burn-out, bon, j'avais fait une psychanalyse pendant très longtemps, mais là, je suis allée voir d'ailleurs, c'était une coach de vie que je suis allée voir. Et en fait, elle m'a dit, mais Mélanie, on va travailler sur qui vous êtes, vraiment. Comment vous vous définissez? Et en fait, bon, bah moi, à l'époque, c'était l'année de mes 40 ans, et je me suis dit, mais en fait, je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. Et donc, en fait, quand quelqu'un ne m'aime pas, c'est lui qui me définit. Et c'est pas moi, Mm. puisque moi, je sais pas qui je suis, en fait. Et en fait, du coup, bah, c'était sa vérité à lui. Et du coup, bah, j'avais l'impression que j'étais sa vérité. Et en fait, de vraiment travailler sur qui je suis, comment je me définis, quelles sont mes valeurs, euh, euh, quelles sont mes compétences, quelles sont aussi mes failles, ça m'a permis vraiment de me détacher du regard des autres et d'être moi-même. Et en fait, et de plus répondre en fonction de ce qu'attend l'autre. Et moi, en fait, toute ma vie, et c'est pour ça que je te dis que moi, ça me fait écho ce que tu dis, c'est-à-dire que par rapport à tes parents, par rapport à ton conjoint, par rapport à tout ça, moi, j'ai toujours répondu en fonction du désir de l'autre et pas en fonction de mon désir. Et ça, c'est vraiment des facteurs personnels qu'il faut avoir conscience qu'on peut avoir. C'est-à-dire que moi, j'en ai pris conscience seulement là à 40 ans, ou en tout cas, c'est seulement à 40 ans que j'ai réussi à définir qui j'étais et à prendre confiance en moi sur le fait que j'étais une bonne personne. Et en fait, on est pris là-dedans, on est pris dans nos traumas, dans nos névroses, et je pense qu'il y a tout un parcours personnel qui peut être très très long, que moi j'ai l'impression d'avoir, alors que j'ai atteint, mais aussi parce que je me suis entourée des bonnes personnes, aussi parce que maintenant je me sens en sécurité avec certaines personnes, parce que j'ai été suivie par une coach qui a fait énormément pour moi. Et c'est tout ça qui a fait ce travail personnel. Et du coup, bah, moi, quand j'étais dans mon burn-out, c'était impossible de reprendre. Je me disais, mais de toute façon, je pouvais plus, j'étais saturée, je pouvais plus. Même des collègues qui étaient dans la bienveillance, qui m'envoyaient des messages, c'était plus possible. Ça me rappelait le travail. Euh, et je m'étais dit, bon, bah, je vais faire la reconversion, je vais faire autre chose. Bah, du coup, j'ai créé un spectacle, comme tu sais. Euh, et ben, n'empêche,
Je suis retournée au travail. Alors, la chose où vraiment, à ce moment-là, quand j'étais en burn-out, c'était plus possible. Et j'étais là, bon, allez, je vais demander une rupture conventionnelle. Ah ben non, de toute façon, j'y arriverai pas. Bon, bah, je vais juste poser ma démission. Bon, ben, et puis voilà, il y avait vraiment cette ambivalence. Et puis, j'avais plus du tout envie de revenir. Et je me disais, de toute façon, je n'y arriverai pas. Je n'ai plus la force. Euh, et j'ai pris le temps qu'il fallait, en fait. Et c'est le fait de prendre ce temps-là et de plus penser au travail. Et d'avoir, je me souviens de cette coach qui m'a dit, imaginez que tout soit possible. Imaginez que de pouvoir faire ce que vous voulez et en fait de rêver, de se remettre à rêver, de se remettre à créer et de plus penser au travail, de se dire allez, je n'y retournerai jamais. Et bien finalement de me dire ça, ça a créé le manque. Ça a créé le manque et puis ça a créé l'envie de revenir. Alors, je suis revenue doucement avec un temps thérapeutique, avec seulement une journée par semaine au travail. Ça a été difficile, hein. C'était bien sûr que ça n'a pas. Enfin, je veux dire, la veille, j'en ai pas dormi et tout ça, c'est un processus qui est normal, mais finalement, maintenant, j'y suis. Mais parce que, en fait, je me suis reconstruite avant. En fait, j'ai eu toute cette période où j'étais en arrêt, où j'ai vraiment pris le temps de me reconstruire, de savoir qui j'étais. En fait, ce qui a fait aussi que je suis tombée en burn-out, alors c'était d'être face à des souffrances, mais aussi c'était très compliqué avec certaines collègues, notamment une collègue qui me parlait plus du tout sans que je sache pourquoi. Et en fait, ça m'a complètement détruite. C'est vrai que le regard de l'autre peut être destructeur. Euh, et moi, j'ai été vraiment là-dedans. C'était multifactoriel, en fait. Cet épuisement professionnel et émotionnel, c'était multifactoriel. Et de revenir au travail, de me dire, je vais recroiser cette collègue qui me parle plus, mais comment je vais réagir, comment ça sera possible de la reconfronter, d'avoir quelqu'un qui est dans l'ignorance totale. Il y a rien. Ce qui fait le plus mal, c'est de ne pas savoir, en fait. Quelqu'un qui te parle plus sans savoir pourquoi, il n'y a rien de plus destructeur, en fait. Oui, je l'ai vécu. Ça a Voilà. été chaud. C'est très violent. C'est vraiment terrible. Et en fait, et je me dis, mais maintenant, j'ai réussi à dépasser ça. Mais alors que vraiment, sur le moment, je pensais vraiment, vraiment pas que c'était impossible. Et je m'étais dit, bah tant pis, j'avais bossé comme serveuse, en fait. Je m'étais dit, bah allez, je vais refaire des boulots comme ça, des boulots alimentaires. Mais comme ça, au moins. Et puis, travailler aussi sur le syndrome de l'imposteur que moi, j'ai eu pendant longtemps, que j'ai encore maintenant, hein. Je dis pas que tout n'est pas terminé. Il y a des moments mais n'empêche, les moments où je me sens moins bien, et ben, je suis vite restaurée. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait quelque chose qui allait pas bien au travail, j'avais l'impression de m'enfoncer, mais de m'enfoncer encore plus quand il y avait quelque chose et petit à petit, en fait, avec le temps, je m'effondrais, je m'effondrais, je m'effondrais. Et là, j'ai l'impression que quand je m'effondre, eh ben, je peux remonter quelques jours après, je me restaure. Et ben, s'il y a des petites choses, je sais pas, des contrariétés, des choses comme ça avec certaines collègues ou une surcharge, eh ben, je peux m'effondrer sur quelques jours, mais après, je me restaure. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir se restaurer. Et si par contre, on n'arrive plus à se restaurer, eh ben, en fait, c'est le corps qui va lâcher. Et le corps, il va lâcher bah, moi, j'avais des insomnies à répétition, je ne dormais plus, j'avais des ruminations mentales le soir, j'avais au niveau cognitif, je me sentais nulle, je me sentais vraiment nulle. Donc, ce cercle vicieux de se dire, je vais faire des fautes professionnelles, bah, du coup, forcément, on fait des fautes professionnelles. Euh, et c'est ça où, en fait, bah, on peut plus. Et en fait, au bout d'un moment, c'est même le corps qui lâche, c'est des maladies qui Mm. apparaissent. Et c'est ça, en fait. Et en fait, quand on est dedans, on ne sait pas, enfin, vraiment, moi, je me rendais pas compte. Et il y a de se dire, bah non, parce que mes autres collègues sont aussi psychologues et elles y arrivent. Donc Moi, j'y arrive pourquoi pas. moi, j'y arrive pas, en fait? Et de me Ah, dire, bah, j'avais. cette culpabilité, moi, j'étais vraiment là-dedans. Je sais pas si Ça j'ai me répondu, fait j'ai dit un peu écho. plein de Ah ouais, choses. ouais, non, mais du coup, j'ai une question. Mais avant de te poser la question, je veux ce que là, ce que tu viens de dire, ça fait un écho de malade avec une des clientes que j'avais eue où elle m'a dit, bah, en fait, je vois les autres profs, ils arrivent à tenir les classes et tout, machin. Du coup, moi, Pourquoi pas je moi? peux pas me mettre en arrêt, je culpabilise parce que si eux, ils y arrivent et que moi, j'y arrive pas, Exactement. c'est que je suis une mauvaise prof. Exactement. Et en fait, elle est arrivée à sortir de là parce qu'on a travaillé justement de sortir de l'isolement social, parce qu'en fait, elle parlait pas aux autres profs, donc elle n'en savait pas.
vu que chaque prof se disait, oui, je suis fatiguée, mais ça va. Tout le monde, tous, ils se disaient ça. Je lui dis, prends, trouve une des personnes avec qui tu as un bon feeling, où c'est bienveillant, etc. Et, euh, et crée une communication sincère, de cœur à cœur, Ouais. où tu vas commencer à dire que toi, tu es fatigué, mais que ça va pas. Et tu vas voir que l'autre, elle va te dire, ben, en fait, moi non plus, ça va pas. Et en fait, elle a commencé ça avec une personne. Ça lui a mis en confiance et puis avec une autre. Et en fait, ça a fait un truc, mais juste génial. C'est-à-dire que maintenant, la salle des profs, c'est leur cocon de décompression où ils s'autorisent à dire ce qui ne va pas pour que chacun puisse s'entraider en bienveillance pour tenir le coup, en fait. Et autant avant, quand elle travaillait, l'établissement scolaire dans lequel elle était, c'était un trou noir, c'était le propre de son burn-out. Autant un an après, déjà, elle arrive à s'arrêter de travailler, elle a pris un 80% et maintenant, elle se sent en sécurité dans l'établissement par cette salle de prof et par les liens de relations sincères qu'ils ont créés. Et ça, c'est super important. C'est Et- vraiment le sentiment de honte tu vois, c'est ça, c'est que on n'en parle pas assez, mais moi j'avais honte de ce que de l'état dans lequel j'étais de fatigue constante. Et du coup, j'en parlais pas parce que je me disais, mais les autres tiennent. Alors, bon, bah, du coup, c'est moi, ça doit venir de. Alors, forcément, il y a une part de soi-même aussi, hein, bien sûr, mais il y a aussi ce que l'institution nous fait vivre, hein, et la charge de Mais travail, c'est la ça. charge émotionnelle aussi, hein, qui fait qu'en fait, c'est pas possible, c'est vraiment plus possible. Et Et j'ai commencé à en parler au moment où j'étais en arrêt, alors pas tout de suite, mais au bout de quelques semaines, ou à être moi-même auprès de mes collègues aussi, à dire, mais en fait, moi, et effectivement, il y a eu quand même de l'étonnement en disant, mais ah bon, mais on savait pas que tu étais aussi mal. Mais vraiment, ce sentiment de honte, c'est important d'en parler parce que je pense qu'on est plusieurs à le ressentir et de pas pouvoir s'arrêter. Ça, c'est clair que c'est pas possible parce qu'on sait que en fait, ça va se déplacer sur les collègues. Et puis, on tient aussi pour la famille, enfin, pour les situations, pour les enfants, pour la famille. on a plein de bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Le déni, en plus, te nourrit un peu ça. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir au moins une personne sur laquelle tu peux, que ce soit dans le travail ou pas, mais tu peux vraiment te confier. Et c'est le début de sortie de la honte, de la culpabilité, d'avoir au moins une personne sur laquelle tu peux dire, mais en fait, je vais pas bien du tout. Et ben justement, le fait que tu as été mis en arrêt, etc., est-ce que, parce qu'en fait, tu es, dans le piège aussi de la comparaison, hein. C'est-à-dire que voilà, je me compare par rapport à mes collègues, eux, ils tiennent, donc moi, je dois tenir. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, et peut-être que leur contexte de vie aussi est plus nourrissant que ton contexte de vie à toi à Ouais, côté. Donc, il y a des facteurs ouais. indépendants Mais de oui, chaque complètement. personne. Mais oui, Donc la oui. comparaison, c'est en fait, tu compares par rapport Mhm. à quoi? Et ça, Mais c'est oui, tout un oui. travail que ta coach de vie a dû te faire. Ouais. Et justement, est-ce que quand tes collègues, elles ont su ce qui t'arrivait, est-ce que justement, ça a créé une nouvelle dynamique de relations professionnelles? Est-ce qu'il y a eu plus de bienveillance, plus d'écoute? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées? Je pense que dans mon... Oui, mais oui, effectivement, sur le fait que je sois plus authentique et que je fasse moins semblant aussi au travail, parce que je faisais vraiment aussi semblant ou un peu dans ce qu'on appelle un faux self ou de montrer, parce que je suis plutôt quelqu'un de... Moi, j'avais vraiment cette problématique d'être appréciée par tous. Et donc, du coup, au travail, je vais toujours être joyeuse, toujours, dire que tout va bien, etc. Mais en fait, au fond de moi, non, ça l'est pas du tout, quoi. Mais justement, j'ai cette image que je dois garder. Et au moment de mon burn-out, j'ai été moi-même. Donc, j'ai pu dire, en fait, non, je souffre d'être comme ça. Et puis, en fait, avec de me dire, mais en fait, je peux aussi démissionner. Je peux aussi en fait quitter parce qu'il y avait cette impossibilité de partir, d'être un peu dans une prison dorée et de me dire, en fait, non, je ne peux pas partir. Déjà financièrement, c'est pas possible. Et le jour où je me suis dit, mais si, en fait, je peux partir, il y a eu comme un soulagement.
et de me dire, c'est OK, en fait, je peux partir. Et au niveau des collègues, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, en fait, au début que je ne pouvais pas entendre. Et au moment où j'ai pu dire, en fait, la souffrance dans laquelle j'étais et ce temps que j'ai eu pour moi, et ben après, euh, j'ai pu en fait entendre tous ces messages de soutien, et je me dis heureusement en fait, et revenir grâce à certaines collègues en fait euh, qui euh, où je manquais en fait, je manquais et il y avait ce- en fait je savais pas que j'étais autant appréciée par certaines collègues et j'ai eu ce soutien-là et c'est ça qui m'a et je leur ai dit encore mais en fait ce qui m'a donné envie de revenir, enfin c'est grâce à vous que je suis revenue. C'est pas lié aux conditions de travail. Très difficile, mais c'est vraiment grâce à vous et effectivement alors par chance, on est quand même dans une institution où justement, comme on est face vraiment à la détresse psychologique chaque jour des enfants, des familles, et ben du coup, il y a une vraie cohésion de groupe qui s'est formée, euh, euh, qui avait déjà un petit peu avant, qui s'est renforcée par rapport à mon burn-out, mais on a d'autres personnes aussi dans l'institution qui ont traversé ça et qui le sont maintenant ou qui sont dans cette fatigue-là où on sent, et en fait, on est dans le prendre soin de l'autre. On se rend bien compte que la direction ne peut pas le faire. Et donc, du coup, nous-mêmes, on essaye de prendre soin chacune, en fait, des autres. Je ne dis pas que ça reste quand même très dur. Hein. Je pense on a un métier. De toute façon, le métier d'aide, le métier d'accompagnement, c'est vraiment quelque chose de terrible en fait, hein, surtout avec la conjoncture actuelle. Mais Mais tu vois, ce que tu dis, ça me ramène à une image. Alors, ça va être un discours un peu politisé que je vais donner là. Mais je suis cégétiste, hein, donc ça s'invente pas. Euh, on est dans une société aujourd'hui qui prône d'être proactif, mais au travers de l'individualisation, justement, de la comparaison. Tu seras plus ou moins payé par rapport à l'autre, on t'en demandera plus ou moins, on te fera plus ou moins confiance, tu auras plus ou moins de reconnaissance par rapport à l'un, par rapport à l'autre, etc. Euh, donc ça amène un peu une compétition inconsciente qui fait aussi que quand on va pas bien, on se dit bah attends les autres ils vont bien et pas moi, etc. Et du coup on s'individualise. Ouais, du coup on s'isole intérieurement. Et et avant dans l'époque dont mon père me parle encore aujourd'hui, quand on était dans ces usines, quand on était un peu dans ces prolétaires, quand on était voilà, dans ces services médicaux, etc., euh, on rentrait dans une famille, mais pas la famille de l'entreprise, on rentrait dans une famille ouvrière. Ce soutien entre collègues, et là, tu vois, là maintenant, l'image que j'ai, c'est ces femmes de la Seconde Guerre mondiale qui ont remplacé les hommes et qui faisaient les munitions, qui cousaient les uniformes, etc. Elles étaient toutes dans la misère, elles étaient toutes en souffrance. Mais tu le vois au travers des écrits, au travers des films qui essayent de retranscrire ces écrits, qu'il y a une union, une solidarité. Que dans la galère, dans la souffrance, on se serre les coudes parce qu'on y est tous en fait dans cette galère. Et celle qui est malade, on va la soutenir. Et celle qui a pas de pain, on va lui donner à manger. Et en fait, là, ce que tu retranscris, et c'est aussi ce qui s'est passé avec la cliente dont je parlais tout à l'heure, c'est de recréer cette solidarité à travers le travail. On n'est pas tous les uns les autres en compétition, il n'y a pas à être meilleur. Ça, c'est ce que la société nous demande d'être pour leur apporter le pognon. Mais toi, en tant qu'humain, et c'est le propre en plus de notre nature humaine, de vivre en solidarité, en union les uns avec les autres, parce qu'on est plus fort ensemble. Et on n'est pas plus fort dans un combat, etc. On n'est pas là pour faire la révolution. On est plus fort ensemble pour se soutenir, pour se faire du bien, pour rendre supportable l'insupportable. Et ça, c'est super important de recréer ça, de pas se laisser avoir par le télétravail, par je suis mieux chez moi tout seul, parce que j'ai pas Martine qui me casse les couilles à la machine à café, il y a pas Pierre-Jean qui vient à mon bureau toquer pour me donner encore 3 dossiers alors que j'en ai 5 déjà en cours. C'est pas ça.
Ça, c'est le rôle que l'on a dans l'entreprise par rapport au travail qu'on nous donne. Mais au-delà de Martine et de Pierre-Jean, on reste tous des individus avec notre vie interne, personnelle que l'on cache et recréer un peu ces choses-là parce qu'on est tous dans cette souffrance. Même ton N+2 qui te met une pression de malade, faut pas croire que lui, il a la belle vie et qu'il dort bien et qu'il n'est pas sous médoc pour sa tension artérielle, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est super important. Et le point sur lequel je voulais revenir aussi, que tu as dit, c'est quand tu parlais du travail que tu avais fait avec ta coach de vie sur le travail mais en fait, qui je suis vraiment, j'ai toujours répondu aux besoins des autres. Alors, le pourquoi, ça c'est un autre sujet, qu'il faut aussi faire une capsule vidéo. Mais voilà, c'est prendre conscience de ça. Et tu vois, quand j'échange un peu avec les personnes, le fait de passer ce cap de je vais changer qui je suis, je vais commencer à m'aimer, à m'affirmer, à faire des choses pour moi, à moins m'occuper des autres. Il y a cette peur du changement, mais pas pour soi. Cette peur de devoir couper des liens avec des Oui, personnes qu'on aime, tu parlais voilà, avec les parents, avec la mère, avec le conjoint, avec les enfants. Mais si je réponds plus à leurs besoins, je vais plus répondre à leurs attentes. Et du coup, ça va créer du conflit, ça va se voir. Et du coup, tu as tout un scénario catastrophe, etc., qui se met en place. Pour le moment, de l'expérience que j'ai perso et par rapport à mes clientes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et j'aimerais savoir si toi, tu as eu cette crainte-là et comment tu l'as gérée et comment ça s'est passé en vrai. oui. Alors en fait, on a cette crainte, ça c'est bon, ça c'est très personnel, mais on l'a quasi tous. C'est que moi j'avais des angoisses j'ai toujours eu des angoisses d'abandon, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je n'allais jamais, je répondais toujours au désir de l'autre parce que j'avais peur que l'autre ne m'aime plus. Des angoisses d'abandon, c'est-à-dire que, bah, effectivement, que l'autre ne m'aime plus. Et du coup effectivement, ça voulait dire poser des limites parce qu'en fait, en faisant ça, on s'oublie. En fait, on se sacrifie toujours pour l'autre et on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est si on s'adapte toujours à l'autre. Moi, j'étais là-dedans dans une suradaptation depuis toute petite, donc en fait, je m'adaptais toujours à l'autre sans sans savoir qui j'étais et toujours aller au désir de l'autre, mais dans cette peur que de le décevoir. Moi, je pouvais pas, et qu'il m'aime plus, et que du coup, bah, j'ai plus de lien avec lui. Et donc, j'avais cette peur voilà, pour les amis, pour mes parents, au travail, pour tout. Et déjà d'en avoir conscience de ça, de se dire, mais en fait, de quoi j'ai peur là-dedans? J'ai peur que l'autre m'abandonne et j'ai peur qu'il ne m'aime plus. Et ben ça, déjà, c'est un grand pas de savoir ça. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est plutôt, ça amène de la conflictualité en fait. Hein. C'est de pouvoir s'opposer, de dire, bah en fait là, je ne suis pas d'accord. Moi, j'avais vraiment peur de ça. C'était toujours, bon bah d'accord, on fait comme tu veux, on fait comme tu as envie, du coup bah tu t'oublies. Mais de pouvoir dire, bah en fait là, je ne suis pas d'accord, ça ne met pas en péril la relation. Et moi, je croyais que c'était ça. Et je pense que c'est vraiment cette angoisse que ont beaucoup de personnes de se dire, mais en fait, elle va plus jamais me parler parce que je lui ai dit non sur quelque chose, ou je m'affirme, ou je lui dis que je ne suis pas d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que bien au contraire, euh, euh, en fait, ça ne change absolument pas le lien et en fait, ça va pas, on va pas être, si je peux dire, abandonné par l'autre en s'affirmant. Et du coup, ça va peut-être créer au départ un déséquilibre dans la relation puisque l'autre n'est pas du tout habitué à ça. Donc effectivement, il peut y avoir ce déséquilibre, mais après, il y a un retour à un équilibre en disant, bah, OK, bah maintenant, je peux dire et j'ai pas peur de perdre l'autre en fait. Et moi, je me suis rendu vraiment compte euh, qu'au contraire, ça vient, je sais pas comment expliquer ça, mais ça vient solidifier en fait la relation. Ça vient dire, bah Ouais.
ça vient, il y a une altérité. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, tu as le déséquilibre parce que la personne, bah, elle n'est pas préparée à ce que ça se passe différemment que ouais. d'habitude. Donc, elle aussi, elle est dans son schéma routinier de bah, de toute façon, je lui demande question 2. Et puis, du coup, au début, tu as ce premier réflexe de qu'est-ce qui se passe en fait là? Et voilà. Et du coup, ce déséquilibre, il va permettre aussi de remettre les choses en place. Et c'est en fait, chacun va reprendre un peu sa place de sa responsabilité. Et il va commencer, l'autre, dans le déséquilibre, à voir les avantages, les bénéfices de ce changement. C'est-à-dire que toi, tu vas déjà commencer à te sentir mieux, tu vas commencer à t'affirmer, tu vas commencer à t'aimer. Mais vu que ce changement, il se fait à l'intérieur, à un moment donné, tu vas le rayonner, ce changement. Donc lui aussi, il va porter les bénéfices de ça. Donc pendant le déséquilibre, il le capte pas parce que toi, c'est en train de se mettre en place. Pendant cette mise en place, toi, tu prends confiance et vu que tu es dans cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, et ça, je le répète, bienveillance, bienveillance, on n'est pas là pour juger, pour Oui, accabler, c'est pas la oui, oui. faute de l'autre, c'est chacun sa place. Du coup, tu es dans cette bienveillance, donc il va voir que, bah, en fait, tu t'affirmes de mieux en mieux, tu es de plus en plus toi, tu te sens de plus en plus légère, de plus en plus libre, tu donnes de plus en plus ton avis. Et il va se rendre compte que lui, déjà, ça va l'alléger de quelque chose. Il va se rendre compte que, en fait, il portait des choses que toi, tu n'assumais pas et qu'il les portait pour toi. Et du coup, il va voir les bénéfices. Puis en plus, il va te voir mieux. Il va te voir souriante, il va te voir vivante, il va ressentir de nouveau la vie en toi. Et c'est un peu comme une reséduction, en fait, à ce moment-là. Parce qu'il va retrouver la personne que tu as été à un moment et qui s'est perdue avec le travail et tout ça. Et du coup, en effet, ça resolidifie parce que aussi, ça le décharge de quelque chose qui lui appartenait pas. Et toi, tu reprends ta charge, ta responsabilité dans le couple, de dire bah oui, bah non, bah je trouve une solution, là je suis pas d'accord, etc. Et du coup, ça remet aussi une communication entre vous, où il sait qu'il n'est pas le seul responsable de tout, il n'est pas le seul à devoir tout faire, tout décider, tout agir. Et du coup, ça remet de la fluidité, en fait, tu vois, d'un point de vue énergétique, ça remet comme ça les choses en place. Et du coup, ben, ça crée quelque chose, en effet, de plus fort, de plus aidant. Je veux dire, dans une relation, quand elle est saine, mais dans l'histoire que j'ai, que ce soit personnelle ou par rapport aux personnes que j'ai accompagnées, même si pendant la période de down, la personne, elle s'est perdue et qu'il y a eu des manquements dans la loyauté du couple, j'ai toujours été épatée par la faculté de pardon qu'il y a quand le couple est solide en fait. Quand la base est solide, même s'il y a des fritures et même s'il y a des passages difficiles, du fait que toi, tu te recentres sur toi, que tu prends tes responsabilités, que tu commences à t'affirmer, à te sentir bien et que tu dis, bah voilà, je veux... je veux toujours être une famille, je veux toujours mon couple, je veux toujours être la maman. J'ai juste maintenant envie de d'être moi. Ben, en fait, ça amène à l'autre, déjà, ça le rassure, ça le réconforte, ça le déresponsabilise de ce dont il n'est pas responsable et ça crée un nouvel élan complètement par rapport à ça. Et ouais, et ouais, ouais, je repense à des couples qui, voilà, qui recréent. Maintenant, ils vont laisser les enfants aux grands-parents et ils vont s'accorder des vacances tous les deux. Ils vont, voilà, ils recréent une dynamique de couple où chacun a sa place, où vraiment on a sa place individuelle, où on est soi et on dit les choses et on sait que l'autre, parce qu'on est un couple, va l'accueillir et qu'il va avoir cette communication-là. Et c'est ce qui va faire justement le socle de la famille et qui fait que les enfants vont ressentir ça et que ça va être beaucoup moins conflictuel avec les enfants et qu'à partir de là, tu vas t'alléger dans ta vie et que du coup, tu vas pouvoir reprendre ta vie professionnelle parce que tu auras un socle à l'extérieur et qu'après, il suffira juste de le recréer à l'intérieur du travail. Et ça part vraiment de ce travail que tu as fait, de qui je suis et maintenant il est temps que j'ose aller vers Ouais, ce changement et de ouais, c'est voir ça. que il y a que du beau derrière en fait. Ouais, vraiment, ouais. Ouais, ouais, moi, je suis... En vrai, je suis hyper fière de mon parcours. Et ça,
Non, mais c'est vrai parce que, enfin, bon, j'ai des gros traumatismes et je me dis, mais en fait, et par contre, ça met du temps, hein, c'est sûr que ça met du temps, mais je me dis, ça y est, j'ai l'impression d'avoir plus confiance, de savoir plus qui je suis, de moins avoir cette peur de l'abandon, de se détacher du regard de l'autre, en fait, de plus porter cette culpabilité, parce qu'en fait, on a une culpabilité écrasante par rapport à tout, quoi, en tant que maman, en tant que, mais tout, on a une pression terrible et de se détacher de tout ça. Enfin, moi, j'ai fait vraiment, c'est tout arrive en même temps, c'est-à-dire que moi, j'ai eu 40 ans, j'ai fait mon burn-out, donc ça m'a permis, je pense que j'ai eu une vraie crise existentielle aussi, mais les crises, en fait, les crises sont bénéfique. En fait, mais vraiment, en fait, je me rends compte, j'étais tellement mal, mais tellement mal. Je passais mes journées devant des séries dans une fatigue, mais, euh, mais incroyable, une fatigue où je ne pouvais pas, quand je me mettais à parler à quelqu'un, au bout d'une demi-heure, je ne pouvais plus lui parler. C'est-à-dire que ça y est, c'était ma journée, c'était une demi-heure par exemple, tu vois, le live qu'on fait là, mais jamais j'aurais pu tenir, en fait. J'étais vraiment dans quelque chose, mais ma tête ne pouvait plus, il n'y avait plus de disponibilité. Donc, je me disais, mais c'est terrible d'être comme ça parce qu'on se dit, mais ça va, peut-être que ça va durer toute la vie. Enfin, moi, j'ai eu plein de questions. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un Covid long? Est-ce qu'il y a, ça cache autre chose? Est-ce que j'ai une maladie grave? Voilà, il y a plein de questionnements et, et moi, j'étais vraiment dans un mal-être profond, quoi, avec une crise existentielle surtout. C'est à quoi sert la vie, à quoi. Et finalement, de ça, j'en sors. Maintenant, enfin, je me dis, c'est la personne que je suis aujourd'hui qui a fait que, enfin, parce que je tombais tellement bas qu'en fait, maintenant, bah, je suis celle que je suis, j'ai mis en place des choses, je me suis fait accompagner, j'ai demandé de l'aide, et ça, c'est vraiment de recréer du lien aussi dans le travail, d'oser demander, d'aller boire un café, comme tu dis, en fait, on a besoin de liens, et puis aussi de pouvoir s'éloigner des liens toxiques. Moi, enfin, du coup, Mm. je me suis éloignée, d'ailleurs, dans la période où j'étais très mal, hein, je me suis éloignée d'une amie où j'ai énormément souffert, où c'est arrivé tout en même temps. Euh, mais maintenant, bah, je me sens mieux parce qu'en fait, je suis entourée de moins de personnes, mais de personnes où je me sens effectivement en sécurité. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est d'être vraiment avec des personnes où on se sent en sécurité, où on se sent pas jugé, où, Mm. euh, où il y a cette tolérance par rapport. Et en fait, moi, c'est vraiment ça. Je m'entoure maintenant de personnes comme ça. Euh, et je m'éloigne de personnes où je sens, où je sens qu'ils risquent de m'amener dans quelque chose de négatif, en fait. Et c'est vraiment en prendre conscience aussi de tout ça. Ouais. Mm. Je pense que c'est un très beau moment de fin, de conclusion, ce que tu viens de dire. Tu viens de récapituler la discussion, tous les points. Ce vers quoi amène justement cette usure de compassion, quel rôle elle joue dans le burn-out, quel rôle elle joue aussi dans cette phase de reconstruction et, euh, et comment c'est important de passer cette honte pour demander de l'aide. Mais justement, demander de l'aide et de s'entourer des bonnes personnes, ce sentiment de sécurité dans l'environnement et de vraiment faire les choses pas à pas et en commençant par le travail déjà personnel de savoir mais en fait qui je suis vraiment en vrai maintenant que j'ai fait ça, que je me suis poussée à bout, vraiment qui je suis avant même de commencer à chercher qu'est-ce que je fais de mon contrat de travail, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que j'ai fait avant même de se poser toutes ces questions-là, c'est déjà Ouais, à c'est qui je ça. suis. Ouais. Et aujourd'hui, dans la femme adulte que je suis, si j'étais pas avec tous ces traumas, avec toutes ces croyances, avec tous ces gens qui me disent que voilà, toutes ces peurs du regard de l'autre, nanana, qui je suis vraiment. Et cette usure de compassion, pour la ressentir aujourd'hui, personnellement, pour moi, c'est aussi un peu, je la prends aussi comme un cadeau. Euh, Parce qu'elle me montre que, que tolérer, c'est pas la solution.
quel que soit le domaine de vie que ça concerne, on n'est pas là pour tolérer quand il n'y a pas de retour de l'autre côté. C'est vraiment pas ça. Et ça permet, voilà, vraiment de se dire, bon ben là, vu que je suis en usure de compassion, je sais que je ne peux plus rien tolérer. Et ça te donne un drive pour savoir avec qui tu as envie d'être en vrai. C'est voilà, tu sais. Dès que tu commences à pas être bien, que ton usure là, elle commence à te dire oh, tu retires sur la corde. Moi je dis bon ben là non, mais je vais plutôt voilà aller là. Là c'est apparemment c'est toxique. Je sais pas très bien pourquoi encore parce qu'il y a encore des choses à travailler sur les traumas tout ça. Mais voilà mon corps et mon émotion là, elle me dit que ça va pas. Donc hop, on va du côté où ça va. Donc c'est aussi un levier et un guide super intéressant. Merci Mélanie pour cet échange. On va terminer Merci à là toi. sur ces beaux mots et puis à très vite. Merci encore Magali pour m'avoir invité du coup à faire ce live.